se présente finalement assez mal quand même. Après ce deuxième confinement, qui n'est pas tout à fait déconfiné d'ailleurs, au jour où nous nous exprimons. Mais c'est surtout maintenant l'économie qui va souffrir, et particulièrement la monnaie, me semble-t-il, parce qu'on ne peut pas se permettre de disposer en voiture, voilà, des ressources fournies par la BCE, par exemple, au titre du quantitative easing, assouplissement monétaire, indéfiniment. Ben, si vous voulez, c'est une des plus vieilles erreurs faites dans la politique en général. Et ça remonte, donc je crois que le premier cas, c'était en 700, dans notre ère, où il y avait eu un régime chinois qui avait essayé de foutre en l'air la monnaie. Il y a une différence essentielle que vos lecteurs doivent comprendre entre création de monnaie et création de richesse. Oui. Ça n'a strictement rien à voir. En fait, une création de monnaie débridée empêche la création de richesse, puisqu'elle permet à des gens qui ne devraient pas survivre de survivre. C'est ce qui se passe depuis 2008. C'est ce qui se passe à peu près depuis 2008. Donc vous maintenez en vie ce qu'on appelle des zombies. Et ces zombies, si vous voulez, comme ils ne sont pas rentables et qu'ils empêchent les autres d'avoir une rentabilité normale, parce qu'ils vendent à perte ou tous ces trucs-là. Et maintenant, vous avez des zombies partout. Par exemple, aujourd'hui, l'Italie est un pays zombie. Puisqu'aujourd'hui, le PIB par habitant en Italie est à peu près 10 à 15% plus bas qu'au moment où l'euro a été installé. Voilà. Et puis vous avez beaucoup de sociétés zombies en Italie à qui les banques ont prêté. Donc les banques sont des banques zombies. Si vous voulez, le capitalisme, qu'on le veuille ou non, c'est un système darwinien. C'est ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice. La destruction créatrice. Donc ça paye. Donc il faut que les gens disparaissent pour que les autres puissent monter. Mais donc c'est un système qui est extraordinairement dur, et un bon système politique laisse la destruction créatrice avoir lieu et protège les individus. Et vous ne protégez pas les sociétés, vous protégez les individus des duretés du système. Mais si vous passez dans un système où vous protégez les entités, à ce moment-là, comme il n'y a plus de destruction, il n'y a plus de création. Et le système part comme l'Union soviétique, en quelque sorte. Il ne peut pas ne pas s'effondrer. Alors, cet effondrement viendrait de quelle façon? L'effondrement de l'euro, par exemple, l'effondrement de la monnaie, parce que les bourses... Une baisse du niveau de vie, d'abord. Ah, mais c'est déjà en cours. Oui, une baisse du niveau de vie. La France a un niveau de vie plus bas. Le PIB par habitant en France est plus bas qu'en 2007 aujourd'hui. Et c'est dû à quoi? Ben, c'est dû au fait que, si vous voulez, ceux qui... Vous liez tout à l'heure, avant ce plateau, cette création monétaire qui entraîne l'inflation. Alors, il faut faire très attention. C'est dans l'autre sens. La création monétaire et l'inflation, c'est la même chose. Inflation, pour un économiste, ça veut dire hausse de la masse monétaire. Vous développez la quantité de monnaie par rapport à la quantité de biens produits. Vous créez plus de monnaie que ce qui est nécessaire dans le système. Et ça se termine toujours par un changement des prix relatifs. Alors, on a eu 3 grandes périodes d'inflation, si vous voulez, depuis dans ma carrière, quoi. Le premier, c'était la hausse des prix qui a suivi les années 70. Oui. L'immense hausse des... Vous savez, les taux d'intérêt à 15, l'inflation à 12, l'augmentation des salaires à 12% par an, etc. Donc ça, c'est normal. Je n'étais pas né. Non, ça, c'est donc une inflation monétaire. Les gens, curieusement, confondent inflation avec hausse des prix. C'est pas la même chose. L'un est la cause, l'autre est la conséquence. La deuxième grande hausse monétaire, la grande période d'inflation, ça a été les années Bernanke aux États-Unis et Yellen, où ils ont augmenté terriblement la masse monétaire, mais cette fois-ci, les prix qui ont monté, c'est les prix des actifs, immobiliers et actions. C'est ça. Ça fait baisser les taux d'intérêt, donc ça fait monter l'immobilier et la bourse. Bon, ça, c'est fini. Maintenant, nous en sommes à la troisième, et qui est complètement débridée, celle-ci. Et je crois que la troisième, ça va se passer par un écroulement des pays, des monnaies des pays qui ont monétisé par rapport aux pays qui n'ont pas monétisé. Je vous donne un exemple rapide. Dans les années 70, le prix du pétrole, au début, était à $1 le baril. Ouais. À la fin des années 60, le début des années 80, il était à 33. Voilà. Donc vous imaginez le choc économique que ça représente. Ça a été absolument épouvantable. Et il y a eu 2 sortes de pays. Ceux qui ont monétisé le déficit, les États-Unis, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, et ceux qui ont refusé de monétiser le déficit, qui ont dit
on refuse, notre place monétaire va rester sous contrôle. C'était l'Allemagne, la Suisse et les Hollandais, les suspects habituels. Et dans les 10 ou 15 ans qui ont suivi, les monnaies de ces 3 pays sont montées comme des folles, avec des taux d'intérêt qui baissaient très fortement. Et donc le meilleur investissement que vous pouviez faire en 1978, c'est que vous achetiez une obligation allemande à 20 ans à 8% de rendement, et vous partiez en vacances jusqu'à la fin de vos jours. C'était très bien. Vous remplacez la monétisation des prix du pétrole par la monétisation du Covid, et vous êtes exactement dans la même situation. Et vous avez donc les États-Unis et l'Europe qui ont monétisé, et l'Asie qui a refusé de monétiser. Donc les monnaies asiatiques vont monter. Donc les monnaies asiatiques vont monter. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la place d'aller nous passer nos vacances en Thaïlande, c'est des Thaïlandais qui vont venir passer leurs vacances dans la Creuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est on va avoir un décalage des monnaies asiatiques gigantesque. Les monnaies asiatiques vont monter quand les nôtres vont baisser. Ben évidemment. Donc ça va avoir une baisse du niveau de vie relatif vis-à-vis de l'Asie gigantesque. Alors ça, c'est quand même... On ne l'a pas beaucoup entendu, on ne l'a pas lu dans les journaux spécialisés, c'est quand même très intéressant. Bon, ça fait jamais que 2 ans que je dis à tout le monde d'acheter des obligations chinoises. Hein. Et d'acheter des yuan, éventuellement, des renminbi. Des renminbi, exactement. Bon. Mais alors, vous avez remarqué que depuis une semaine, le dollar... commence à se péter la gueule. Voilà. Est-ce que ce serait ce signe-là? Ben, c'est peut-être le début, mais à ce moment-là, si vous voulez... En quelque sorte, entre le dollar et l'euro, c'est un concours de laideur. Vous savez pas lequel des deux va plonger plus vite. Pendant les années 70, de temps en temps, c'est la lire qui se prenait un pain, ou c'était le franc français, ou c'était la livre. Mais l'ordre des pains n'était pas parfaitement logique, quoi. Oui. Ça, Trump n'y pourra rien. La seule chose que peut faire Trump, s'il est réélu, revenons en arrière. Si Biden est élu, la première des choses qu'il va faire, c'est remettre des tas de réglementations écologique, etc., sur les sociétés. Trump a supprimé plus de 1000 réglementations mises par Obama sur les sociétés. Donc, Trump a maintenu, dans une période très difficile, la rentabilité du capital investi sur les affaires aux États-Unis. Mais si Biden arrive, vous êtes certain que la rentabilité du capital investi aux États-Unis va se ratatiner, et à ce moment-là, vous n'avez plus aucune raison de rester aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire si Trump revient, les gens se diront « Ah ben ça va, le dollar, c'est le dollar, il y a toujours les États-Unis, puis l'économie marche bien, les sociétés gagnent de l'argent, donc je reste aux États-Unis. » Mais si Biden arrive, tout le monde va se dire « Entre l'écologie et tout ça, on est parti pour un tour, moi, je me barre. » En Chine. Une baisse du dollar continue. En Asie. Donc une baisse du dollar qui Une baisse du dollar considérable. Ouais. Mais à ce moment-là... si le dollar baisse beaucoup, l'Italie saute. Eh oui, voilà. Donc si vous voulez, il y en aura le deuxième pion qui va tomber, quoi. Et si l'Italie saute? Et la France aura du mal. La France aura du monde. Est-ce que l'Union européenne sautera de c'est toujours pareil. Ça fait déjà un petit moment qu'elle saute. Regardez, la Grande-Bretagne est en train de sortir. Vous avez la Hongrie et la Pologne et la Slovénie qui disent « Allez vous faire cuire un œuf, nous, on n'accepte pas que vous décrétiez quel est le bon état de droit. Le bon état de droit, le rule of law. Donc, l'Europe, vous savez, quand j'avais écrit mon livre en 2001, je crois, qui s'appelait Des lions menés par des ânes, j'avais dit l'euro va tuer l'Europe que j'aimais. C'est-à-dire celle de la diversité, chacun faisait ce qu'il voulait, de la subsidiarité. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'Europe est en voie de destruction par les gars qui veulent créer un État européen. Et ça n'est pas possible. Et ça n'est pas souhaitable en plus. Et l'euro est l'instrument de sa destruction. Et l'euro est l'instrument de sa destruction. Donc, et l'euro est l'instrument de la destruction de l'Europe. C'est par l'euro qu'on a essayé d'enlever la souveraineté aux Européens. Mais c'est par l'euro aussi que certains ont voulu faire l'Europe. Eh bien, ils ont voulu faire une Europe. Vous savez, vous avez 2 Europes possibles. C'est toujours ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Vous aviez l'Europe chrétienne de 1250, de Saint-Louis, où il y avait la papauté qui était Bruxelles, qui arbitrait les conflits du mieux qu'elle pouvait. Et puis chacun était chez lui, quoi. C'était la règle de la subsidiarité qui venait de l'Église. Vous savez, vous aviez la paroisse, et puis l'évêché, et puis le primat, et puis, puis ça montait comme ça, quoi. Mais vous faisiez ce que vous vouliez dans votre coin. Et puis vous avez l'Europe de... Charles Gave n'est pas très ultramontain. Non. Et pas du tout. Si, ultramontain, je le suis assez, parce qu'à l'époque, le roi de France, il disait... le roi de France est empereur en son royaume. Oui. Donc, si vous voulez, c'était une déclaration de souveraineté de la France. Voilà. Mais vous en aviez qui n'étaient pas d'accord. Et puis vous avez la deuxième Europe qui était de recréer l'Empire romain. Vous avez l'Europe liberté, diversité, et vous avez l'Europe centralisée, puissance. Fédérale. Et ce qui va le créer, c'est cette Europe, le projet impérial.
Un deuxième États-Unis. Un deuxième États-Unis, mais c'est pas parce que vous mettez deux mulets ensemble que vous allez créer un pur sang, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors qu'on avait des tas de petits pur sang en Europe qui se débrouillaient très très bien, merci. Vous avez qu'à voir comment marche, par exemple, la Suisse, etc. Ça va très bien. On a essayé de remplacer ça par un gros État fédéral. Par exemple, les 750 milliards d'euros qui doivent être distribués là, dans les années qui viennent, au-dessus de ces imbécilités, vont être distribués de façon centralisée par Bruxelles. Oui. Et donc, le type à Bruxelles, il va savoir de quel pont on a besoin en Andalousie, quoi. Vous imaginez la corruption, quoi. Ça va y aller. Hein, Donc, grosso modo, on est en train... J'ai toujours dit qu'il y avait l'Europe de Robert Schuman, l'Europe rhénane, celle de la diversité, celle de la subsidiarité, et puis l'Europe de Jean Monnet, qui était l'Europe de la dictature. Jean Monnet ne croyait pas à la démocratie, hein, absolument pas. Il croyait à la technocratie. Donc, grosso modo, on est en train d'assister à l'échec de l'Europe de Jean Monnet. Et de Giscard. Giscard, c'est lui qui a tout créé. Oui. Giscard, ça a été le pire des présidents français, sans aucun doute. Ah bon? Vous pensez que les suivants n'ont pas été pires? Non, c'est sous Giscard que le poids de l'État dans l'économie est le plus monté dans l'histoire de France. Oui, ça tout à fait, les prélèvements obligatoires. On a pris 5 points d'État pendant Giscard. Prélèvements obligatoires. Et puis c'était le commencement du socialisme. Oui, oui, mais il avait un discours très curieux, Giscard, parce que... Un discours en même temps. Oui, un discours, il avait un... Et puis surtout... Comment dire? C'était un homme qui savait tout, qui comprenait rien. Le voilà habillé pour l'hiver, le malheureux. Mais écoutez... C'est son épitaphe. C'est son épitaphe, mais je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Ah oui, vous l'avez rencontré. C'était un homme qui vous méprisait parce qu'il était plus intelligent que vous. Pensait-il. Oui. Ce qui n'était pas le cas. Évidemment, il avait cumulé... il avait fait l'inspection des finances et le corps des mines, alors c'était... on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Ouais. Vous savez, c'est toujours pareil, vous mettez... Ce que je dis toujours, le corps des mines, c'était Lebrun, et le premier de Saint-Cyr, c'était Gamelin, quoi. Voilà. Lebrun qui ne pouvait pas faire un discours, président de la troisième, finissante, sans éclater en sanglots. Bon, c'était gentil de sa part. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on demandait à un président. Fut-il un président... En temps de guerre, vous savez ce que De Gaulle disait, il a dit de Lebrun dans ses mémoires, qui était merveilleux, il a dit « Monsieur Lebrun est venu me voir donc en 1945, je l'ai cueilli, c'était mélancolique, et le problème c'est qu'il était le chef de l'État et qu'il n'y avait plus d'État et qu'il n'était pas un chef. » Voilà. Il aurait fallu qu'il y eût un État et qu'il y eût un chef. Voilà, et qu'il fût un chef. Et qu'il fût un chef. Oui, mais bon, c'est le président de la troisième qui était un président... peu actif dans la Constitution. Mais, de toute façon, en effet, les hommes brillants, c'est pas la garantie de leur efficacité politique. Il n'y a aucun rapport entre l'intelligence, comme on l'a dit, vous avez fait un buzz extraordinaire là-dessus. Sur quoi? Sur nos élites. Oui. C'était il y a 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Il a été reparti, il a 25 millions d'exemplaires. Oui, il a atteint les 25 millions. C'est rigolo. Vous faisiez une critique de nos élites et vous preniez comme exemple ce pauvre Bruno Le Maire qui ne savait pas combien il y avait d'hectares combien il y avait de mètres carrés dans un hectare. Un hectare, bon. Et qui ne savait pas faire une règle de 3. Alors peut-être que justement on peut enchaîner avec Bruno Le Maire qui, pour voir les perspectives économiques de la France en 2021, table sur une hausse du PIB de 8%. On n'est toujours pas sorti du deuxième confinement. Le président, dans ses dernières allocutions, a déjà parlé d'une éventuelle troisième vague qui mènerait à un troisième confinement. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette déclaration? On va commencer par le ministre. Vous savez, je suis toujours... 8%. Oui, non, mais c'est pas difficile. Si vous passez de 100 à 50 et que vous montez de 50 à 54, ça fait 8%. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de quoi se glorifier. Mais je voudrais surtout revenir à cette histoire du confinement. Vous vous souvenez, quand tout ça a commencé, il y a la Suède qui a dit c'est des grosses bêtises, parce que si vous confinez les gens, ils vont peut-être s'arrêter d'être malades, mais dès qu'ils ressortiront, ils redeviendront malades. Et donc les Suédois ont dit, on ne fait rien du tout, on dit aux vieux, qui étaient les seuls qui mouraient, vous restez bien tranquille chez vous, et on dit aux autres, vous continuez à faire ce qu'il faut faire, mais vous vous lavez les mains, et vous ne mettez pas trop près les uns des autres, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Et puis, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, et
qu'est-ce qu'ont fait les Suédois? Ben, regardez la courbe des morts maintenant en Suède. Ouais. Il n'y en a pas. Alors que nous, on a clôturé, on les a remis dedans, les gens sont tombés malades, paf, on les referme. Et à quel moment a-t-on décidé que la seule façon de traiter une pandémie, c'est que ce soit le peuple entier qui soit en quelque sorte vacciné, qu'on atteigne ce qu'on appelle l'immunité collective. L'immunité collective. Et donc, ce qui me surprend avec tous ces gars-là, c'est à quel point il y a deux choses. La première, c'est qu'ils ne disent jamais qu'ils se sont trompés. Parce que qu'est-ce qu'on a pu taper sur la Suède à l'époque? Ah oui, ça c'est vrai. C'était quand même étonnant. Et deuxièmement, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. C'est-à-dire qu'ayant fait une première erreur, ils en font une deuxième. C'est exactement, si vous voulez, comme en 1943, si Pétain avait décidé de faire une deuxième ligne Maginot au milieu de la France, vous savez, pour empêcher les Allemands d'aller dans le sud. Ah c'est ça, le long de la ligne de démarcation. Le long de la ligne de démarcation, faire une deuxième ligne de Maginot. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Les enfants de ceux qui ont fait, les petits-enfants de ceux qui ont fait la ligne Maginot sont en train de faire le confinement. Ce que disait De Gaulle, encore une fois, c'est à quoi sert une place imprenable? À être prise. La seule défense, c'est le mouvement, c'est la vie. Et ils essayent d'arrêter le mouvement et d'arrêter la vie. Et le but de la vie, c'est pas la vie. Le but de la vie, c'est d'être libre et de faire ce qu'on veut. C'est pas de ne pas mourir. Ce que je veux dire. Et on a des gens qui pensent que le but de la vie, c'est la vie. Donc la politique médicale, c'est la ligne Maginot, la ligne Maginot, c'est la défaite. C'est automatiquement la défaite. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils ont gardé bien au chaud tout l'appareil d'État qui n'arrive à rien, et ils mettent tous les combattants du front, c'est-à-dire les entrepreneurs, ils sont en train de se faire décimer. Et quand on va revenir, ben, il n'y aura plus d'entrepreneurs. Et ce n'est pas les fonctionnaires qui font leur boulot. Qui vont créer des richesses. Qui vont créer des richesses. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que dans une situation, dans une nation, vous avez trois niveaux. Vous avez le peuple, les types qui se débrouillent pour élever leurs enfants, faire des affaires, monter, descendre, bref. Vous avez le niveau de l'administration, qui est le monde de la certitude. Vous avez des règles, des trucs qu'il faut respecter, tout ça, vous le savez par cœur. Et vous avez le monde de la politique, qui est celui qui doit faire avec l'incertitude, avec le risque. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis Giscard, encore lui, le monde administratif a capturé le monde politique. Et il ne supporte pas le risque. Voilà. Il ne supporte pas de travailler dans une atmosphère, au fond, incertaine. Pour vous résumer, le monde de la certitude, qui est celui des fonctionnaires, doit gérer, ou prétend gérer, le monde de l'incertitude. Exactement. Et voilà. Ça, c'est pas possible. Et donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut renvoyer la fonction publique dans son boulot, qui est de gérer la certitude. Et surtout, de nous laisser bien tranquille ailleurs. Est-ce que c'était pas ce qu'avait déclaré le président Macron en évoquant justement l'action de l'État profond qu'il a nommé à plusieurs reprises, en disant je vais essayer de combattre l'État profond? Écoutez, je crois que c'était Einstein qui disait « c'est compter sur ceux qui ont créé le problème pour le résoudre est une erreur ». Ben, oui, dans une certaine mesure, il connaissait l'État profond, il en était... Mais il en est l'émanation. Il a bénéficié d'un complot, on a dézingué ce pauvre Fillon qui ne demandait rien à personne, et on a dézingué pour le faire arriver lui, si vous voulez. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous portez plainte à la justice, vous avez du pot si on vous écoute dans 6 ans. Quoi. Ah oui, là, ça a été fait en 3 jours. 24 heures. Ça a été vite, ça a été très vite. Mise en examen tout de suite. Mise en examen tout de suite. Je vous donne un autre exemple. J'ai reçu récemment Charles Pratt, vous savez, dans son livre. Le magistrat. On a reçu le magistrat. Si vous voulez, il y a 51 milliards de fraude. On a tout prouvé, il y a eu des commissions d'enquête qui ont tout prouvé, etc. Ça arrive au ministère de la Justice, et ça s'arrête. Le ministère de la Justice décide de ne pas poursuivre des crimes. C'est exactement ce qui est arrivé à Trump. Si vous voulez, le ministère de la Justice, il s'est dit dans sa grande sagesse, « Ah ben non, moi je ne veux pas y aller parce que peut-être les Arabes se révolteraient dans la rue, j'en sais rien. » Oui, il gagne du temps. Et alors, 50 milliards de fraude, mais pendant ce temps-là, la CADES va chercher 70 milliards sur les marchés financiers. Exactement. Et puis 50 milliards, c'est grosso modo le service de la dette en France. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il a un peu baissé. Un peu. Aujourd'hui, avec les taux d'intérêt à zéro, voilà. Il va aller à zéro, un de ces quatre. Voilà. Mais oui, mais c'est fâcheux. Parce que ça crée de l'euphorie pour les hommes politiques qui en reprennent du coup. Ben évidemment, mais c'est ce que j'ai dit. La politique est suivie aujourd'hui, c'est comme de donner les clés de sa cave à un sommelier alcoolique. Quoi.
C'est pas mal. Mais c'est exactement ça. Et oui, c'est bien, oui. Le propre du politique ou de l'administratif, surtout de l'administratif d'ailleurs, c'est qu'il ne comprend pas le processus de création de richesse. La prise de risque, l'échec, la nécessité de l'échec pour que quelque chose marche. Allez, je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Monsieur le maire, dont nous avons dit pique-pendre tout à l'heure, a quand même dit que tout ça, il va falloir payer. Et il va falloir payer toutes les générosités de l'État. Il l'a dit. Il va falloir rembourser la dette. Je suis tout à fait d'accord, mais à ce moment-là, si vous voulez, il faut se dire... Et comment on va rembourser Le rembourser, on ne pourra pas, ça va sans dire. Mais tant que les taux d'intérêt sont à zéro, ils s'en foutent, puisque la charge de la dette, ça ne coûte rien. Ah oui. Oui. Même ça rapporte, c'est en négatif, c'est très généralement négatif. Mais alors, donc les impôts ne vont pas augmenter. Et pourtant... mais les zombies vont rester. Ah oui. Et donc vous allez continuer à payer des gens... pour reprendre une expression de Milton Friedman, dont tout le monde sait que je l'aime beaucoup, bien que c'était... il mangeait 2 petits-enfants à chacun des petits déjeuners. Oui. C'était... Mais Milton Friedman disait, si vous payez les gens de rien foutre, et si vous taxez ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. Ben, c'est ce monde-là dans lequel on rentre. C'est-à-dire, on paye les gens de rien foutre, on embête ceux qui travaillent et qui créent de la richesse. Donc, moi, quand je suis arrivé à Hong Kong, il y avait 5000 Français en 2000. Quand je suis parti, il y en avait 25 000, tous entrepreneurs. Eh oui. Parce que, si vous voulez, le gars qui a comme vocation de créer de la richesse, aujourd'hui en France, il est dans une société, etc., il a du pot s'il lui reste 20% une fois qu'il a, quand il a payé. Et s'il saute, il a droit à aucun des avantages sociaux. Oui. Donc, si vous voulez, il y a un biais... ils ont bâti un système qui interdit aux gars qui veulent prendre des risques de réussir. Et donc, ce faisant... ils ont créé l'Union soviétique. Je vous donne un autre exemple, par exemple, qui me frappe en ce moment, qui me laisse absolument pantois. L'économie, ça n'est rien d'autre que de l'énergie transformée. Vous avez besoin d'énergie, vous la prenez, et puis vous faites une voiture avec, ou non, c'est rien. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Absolument. Finalement, c'est Lavoisier. C'est Lavoisier. C'est un économiste. Mais exactement, c'est-à-dire les physiciens sont très souvent bien meilleurs économistes que les mathématiciens. Parce qu'ils ont cette notion d'entrée et de sortie, si vous voulez. C'est pas un truc complètement théorique. Bien. Or, on vient de nationaliser, dans tous les pays développés, l'énergie. Avec le truc vert, là. Donc, on est en train de vivre une nationalisation de toutes nos économies par le biais de l'énergie qui permettra à ces gens-là, qui en général ne savent pas faire une règle de 3, comme dans l'ami de mer, de décider ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans les 30 ans qui viennent. Donc, il faut bien vous rendre compte que nous ne sommes plus, entre la monnaie et l'énergie, nous ne sommes plus du tout dans une société capitaliste. Dans une société où la prise de risque est rémunérée. Maintenant, la prise de risque, c'est de découvrir là où va arriver la prochaine subvention. Mais ça ne veut pas dire création de richesse. Captation de richesse. Ça veut dire transfert de monnaie par un État qui imprime de la monnaie, alors qu'il n'y a pas création de l'autre côté. Au bout, c'est la création de ce revenu universel, Charles Gave. Ah ben le revenu universel, encore une fois, les gens ne rien foutre. Moi, vous savez, encore une fois, Milton Friedman, parce qu'il avait tout vu, tout compris. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il était tout à fait pour le revenu universel. Oui, c'est ça, j'allais vous le dire, oui. Il était tout à fait pour le revenu universel, mais il disait, par exemple, si le SMIC est à 1200, allez, et le gars, il rapporte à son patron éventuel que 800, oui. Ben, il y aura du chômage. Parce que le patron ne va pas l'embaucher, un type qui coûte 1200 et qui lui rapporte 800. Donc ce qu'il faut faire, c'est que l'État fasse la différence entre 800 et 400, et donc lui donne 1200, alors qu'en fait il n'en vaut que 800. Et puis s'il monte, une fois qu'il a appris son boulot, il va pouvoir monter à 1300, 1400, 1500, et on diminue ce que donne l'État au fur et à mesure du concurrence de ce mode. Donc ce que dit Milton Friedman, c'est qu'il faut remplacer toutes les allocations chômage et tout cela pour les types qui bossent, qui acceptent un job, une espèce de prime à la formation, de façon à ce qu'ils arrivent au niveau normal, et s'ils n'y arrivent pas, mettons un type qui n'est vraiment pas doué, qui reste à 800, ben à ce moment-là, c'est une solidarité nationale, et c'est l'État qui paye pour que le gars il ait un revenu normal, quoi. C'est un peu ce qui se passe avec le RSA. Oui, c'est ça. C'était un petit peu l'idée du RSA, malheureusement. Non, mais ça veut dire aussi que, en quelque sorte, il y a l'idée d'impôt négatif derrière. Voilà. Le type qui ne gagne pas assez,
la communauté lui redonne de l'argent à du concurrence. Ce qui est bien, parce que ça amène des gens à travailler, ça amène des patrons à embaucher des gars. Ça me paraît extraordinairement intelligent, ça. Je ne pense pas que la conception du salaire universel, du revenu universel, par la majorité des gens, soit celle-là. Non, mais c'est pas... par exemple, Milton Friedman avait aussi dit, comme le système éducatif se ratatine partout, il faut... chaque enfant a droit à une bonne éducation, premier point. Deuxième point, cette éducation doit être payée par les impôts. Et troisième point, est-ce que ça doit être donné par des fonctionnaires d'État dans l'éducation nationale? Il dit, il n'y a aucune raison. On donne un ticket à chacun, et qui choisit l'école de son choix. Donc les bonnes écoles se développent, les mauvaises écoles ferment. Et puis on arrête toutes ces bêtises. De la carte scolaire. De la carte scolaire, de le syndicat qui contrôle là où vous allez exercer, etc. Donc il faut, en quelque sorte, il faut avoir le choix. Donc vous réintroduisez le marché dans l'éducation sans réintroduire l'argent. Ce qui est extraordinairement intelligent. Le bon scolaire, le chèque scolaire. Le chèque scolaire, c'est ça. Aujourd'hui, appris que mais c'est ce qu'ils ont fait aussi les Suédois. Européens étaient les plus nuls d'Europe en sciences. Oui, les collégiens français. Oui, pardon. Bien sûr. Français, oui. Et en Suède, par exemple, c'est ce qu'ils ont fait pour l'éducation, mais c'est ce qu'ils ont fait aussi pour les retraites. Ils ont dit, bon, les retraites, etc., et vous avez le choix entre 5 ou 6 gros fonds de pension, certains risqués, certains pas risqués, etc. Et donc il n'y a pas de négociation tous les ans pour savoir quel va être le point de retraite et tout ça. Vous avez préparé votre choix, démerdez-y. Alors, il y a peu de chances que tout ça se fasse dans les mois qui viennent. Surtout avec des gars qui sont obsédés. Vous avez deux sortes de gens, ceux qui croient à la liberté, ceux qui croient au contrôle. Moi, personnellement, je crois à la liberté. Je crois que chacun essaye de s'épatouiller du mieux qu'il peut. Et surtout, laissez-moi bien tranquille, quoi. Et le Covid a considérablement renforcé la propension au contrôle. Exactement. C'était une... Mais pas en Suède. Ah non. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas le Covid qui nous y obligeait. C'est les réflexes de la classe dirigeante qui, devant un problème, ne voient qu'une solution, c'est le contrôle. Ils ne pensent pas de dire aux Français, écoutez les gars, vous êtes des grands garçons, faites comme vous voulez, vous allez à la messe si vous voulez, mais vous ne mettez pas trop près de la personne d'à côté. Et ce que je veux dire, donc. Et vous vous réunissez à plus de 6 à Noël, mais si la famille est plus nombreuse que 6, je suggérais la chose suivante, c'est que le père de famille exclut et les envoie dans une étable où ils trouveront peut-être un bœuf. Un âne. Et l'âne, surtout s'il y a une main. Surtout, l'âne, on le fera venir de Bercy. Voilà, par exemple, il attendait là aussi. Mais... Non, mais vous avez parfaitement raison. Mais tout ça, c'est des bêtises. Parce que, encore une fois, le but de l'homme, il est né libre. Et partout, il est dans les chaînes. Oui. Mais les chaînes, aujourd'hui, elles ne sont pas mises par le monde capitalistique ou le patronat. Elles sont mises par l'État. Aujourd'hui, nous avons un coup d'État, des États, pour accroître leur contrôle sur chacun d'entre nous. J'ai jamais vu une perte de liberté en 2 ans comme je l'ai vu depuis 2 ans. Ça pourrait constituer la conclusion de notre entretien, parce que, en effet, nos libertés, en 2 années, ont considérablement régressé. Sous le gouvernement d'un homme qui se réclamait quand même des libertés et du libéralisme. Non, et ça, le libéralisme, vous savez, c'est un mot c'est un gros mot et tout. Oui, très gros. Très étatiste. Hein. C'est comme Giscard. C'est comme Giscard qui disait qu'il était libéral avancé. Ouais. Dès que vous mettez autre chose derrière le mot, c'est comme la justice militaire.